Chaque matin, nous ouvrons le robinet sans vraiment réfléchir à ce qui se cache derrière ce geste du quotidien. Pourtant, cette eau a parfois commencé son voyage il y a plusieurs dizaines d'années. Avant d'arriver dans notre verre, elle est tombée du ciel, a traversé les sols, les roches et les nappes souterraines. Cette eau paraît si simple, si accessible, que l'on oublie souvent qu'elle est le résultat d'un long voyage. Derrière chaque goutte se cache une histoire fascinante. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir le voyage d'une goutte d'eau. Pour comprendre son parcours, je vais prendre un exemple que je connais bien, celui de chez moi, à Tessy, près de Reims. Nous allons découvrir d'où vient l'eau de notre robinet. Comment est-elle rendue potable? Pourquoi les rivières changent? Et pourquoi cette ressource est si précieuse? Pendant longtemps, je pensais que l'eau du robinet venait directement de cette rivière. C'est une idée assez logique. La Vesle est là, juste devant moi. Pourtant, la réalité est bien différente. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir ensemble. Pour comprendre ce voyage, nous allons suivre une seule goutte d'eau. Elle tombera sous forme de pluie, s'infiltrera dans les sols de Champagne et rejoindra la nappe de craie. Sera captée, traitée et distribuée jusqu'à notre maison. Puis elle retournera à la rivière pour commencer son cycle. Alors, êtes-vous prêts à découvrir le voyage extraordinaire d'une simple goutte d'eau? Commençons là où tout a débuté, dans les nuages. Tout commence par une goutte de pluie, lorsqu'elle tombe sur le bassin versant de la Vesle. Plusieurs chemins s'offrent à elle. Une partie ruisselle vers les fossés et la rivière, une autre s'évapore. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui s'infiltre lentement dans le sol. Un bassin versant est un territoire où toutes les eaux de pluie convergent vers un même cours d'eau. Ici, chaque goutte d'eau finit tôt ou tard par rejoindre la Vesle. La goutte traverse d'abord les premiers horizons du sol, les matières organique, et la tourbe retient une partie de l'eau et ralentit son parcours. Plus bas, l'argile ralentit fortement l'infiltration. Cette lenteur explique pourquoi les nappes ne se remplissent pas immédiatement après un épisode de pluie. Les sables et les graviers filtrent progressivement les particules les plus grossières avant que l'eau n'atteigne les couches plus profondes. La craie est la roche emblématique de Champagne. Vue au microscope, elle est parcourue de milliers de pores, de micro-fissures qui permettent à l'eau de circuler très lentement. Elle constitue un immense filtre naturel. Après un long voyage, notre goutte rejoint enfin la nappe phréatique. Cette réserve d'eau souterraine alimente une grande partie de l'eau potable utilisée autour de Reims. Elle est prélevée par un forage qui capte l'eau naturellement filtrée. Nous sommes devant un captage d'eau potable. Ici, l'eau est pompée à plusieurs mètres de profondeur avant d'être envoyée vers une usine de traitement. Même si elle est déjà très propre grâce au filtrage naturel du sol, elle doit encore subir plusieurs contrôles. L'eau circule ensuite dans des conduites fermées jusqu'à l'usine de production d'eau potable. Durant ce trajet, elle reste protégée de toute contamination extérieure. À son arrivée, l'eau est analysée puis traitée. Selon sa qualité, plusieurs étapes peuvent être réalisées. Filtration complémentaire, élimination de certains composés, désinfection puis contrôle microbiologique. Des échantillons sont prélevés régulièrement afin de vérifier que l'eau respecte les normes sanitaires avant d'être distribuée à la population. Une fois potable, l'eau arrive stockée dans des réservoirs ou des châteaux d'eau. Grâce à la hauteur de l'ouvrage, la gravité permet d'alimenter les habitations avec une pression régulière. Après avoir été utilisée, l'eau rejoint le réseau d'assainissement. Son voyage est loin d'être terminé, elle part vers une station d'épuration. Dans la station d'épuration, l'eau est débarrassée d'une grande partie de ses polluants avant d'être rejetée dans la Vesle. En France, cette eau retourne principalement en milieu naturel et poursuit ensuite le cycle de l'eau. Notre goutte a retrouvé la rivière. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi les rivières évoluent au fil des saisons et au fil des années. Depuis que je parcours les rivières en packcraft, j'ai appris à les observer différemment. Au fil des saisons, leur niveau, leur courant, leur paysage évoluent constamment. On pourrait croire qu'après plusieurs jours de pluie, les rivières retrouvent immédiatement leur niveau. En réalité, une partie de l'eau s'évapore, une autre est absorbée par la végétation et une fraction recharge réellement les nappes. La Vesle est alimentée en partie par une nappe d'accompagnement. Lorsque cette nappe est bien remplie, elle restitue progressivement l'eau de la rivière. Si son niveau baisse, le débit de la rivière diminue également. Ce n'est pas uniquement la quantité de pluie qui compte, mais aussi la manière dont elle tombe. Une pluie lente favorise l'infiltration, alors qu'un orage intense provoque davantage de ruissellement. Lorsque j'étais enfant, les hivers étaient souvent marqués par plusieurs épisodes de neige.
En fondant progressivement, cette neige alimentait les sols et les rivières. Aujourd'hui, ces épisodes semblent plus irréguliers et dans de moins nombreuses régions. Le massif des Vosges joue également un rôle majeur dans l'alimentation de nombreux cours d'eau du Grand Est. Les variations d'enneigement influent les débits au printemps, même si chaque rivière possède son propre fonctionnement. Certaines images récentes du Dô montrent des portions temporairement asséchées lors de sécheresses marquées. Ce phénomène est également lié au sous-sol karstique qui permet à l'eau de circuler sous terre. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir pourquoi cette eau est indispensable à notre quotidien, bien au-delà de ce qui coule dans nos verres. L'eau que nous buvons ne représente qu'une petite partie de notre consommation quotidienne, soit environ 1%. Cette ressource est indispensable à presque toutes nos activités, soit environ 25%. L'agriculture utilise de l'eau pour irriguer certaines cultures lorsque les précipitations ne suffisent pas. La quantité d'eau nécessaire varie fortement selon les cultures, le sol et les régions, mais elle représente presque 58% de notre consommation. Les animaux d'élevage, eux, ont aussi besoin d'eau chaque jour. Elle est indispensable à leur alimentation et à leur bien-être et au fonctionnement des exploitations. Mais elle ne représente que 1%. Elle est également utilisée pour fabriquer de nombreux produits, du papier, de l'acier, des médicaments, l'alimentation ou encore le textile. Souvent, elle sert au nettoyage et au refroidissement ou aux procédures industrielles. Elle utilise 4% de l'eau. L'usage de l'eau est aussi utile pour les barrages hydroélectriques. La force de l'eau est ici transformée en électricité et l'eau devient une source d'énergie renouvelable. L'électricité produite représente la deuxième source d'alimentation en France après le nucléaire. Et le dernier usage est celui du refroidissement des centrales nucléaires. Une grande partie de cette eau est ensuite restituée en milieu naturel dans des règles strictes, mais cela représente 12%. Cette eau est indispensable à l'utilisation des centrales nucléaires. Elles sont généralement situées proches de grands fleuves, mais si ces fleuves devenaient un jour moins pertinents, il se pourrait que ça en réduise le fonctionnement. Une rivière n'alimente pas seulement les humains, elle fait vivre des poissons, des insectes, des oiseaux, des amphibiens et la végétation qui dépendent de toute sa qualité et de son débit. Après avoir compris à quoi sert l'eau dans notre société, une question reste à se poser. Peut-on boire directement l'eau de la rivière ? La transparence d'une eau ne permet pas de connaître sa qualité. Les bactéries et les virus, parasites ou certaines substances chimiques sont invisibles à l'œil nu. Une rivière peut recevoir des apports provenant de la faune sauvage, des élevages, du ruissellement agricole ou encore du rejet traité dans les stations d'épuration. Cela ne signifie pas que l'eau est impropre partout, mais qu'elle doit être considérée avec prudence. Il existe plusieurs méthodes pour traiter l'eau. Les filtres mécaniques, l'ébullition, les pastilles de désinfection ou les traitements UV. Chaque solution présente des avantages et des limites selon le contexte. Le climat influence directement le cycle de l'eau. Des périodes plus chaudes, des épisodes de sécheresse ou des pluies plus intenses peuvent modifier la disponibilité de la ressource. Chaque bassin versant réagit différemment selon sa géologie et son environnement. Les zones humides sont de véritables éponges naturelles. Elles ralentissent les crues, favorisent l'infiltration de l'eau et abritent une biodiversité exceptionnelle. Les préserver contribue aussi à préserver notre ressource en eau. Protéger une eau potable commence bien avant l'usine de traitement. Autour des captages, des périmètres de protection limitent certaines activités afin de réduire le risque de pollution. Notre goutte d'eau poursuit son voyage. Elle s'écoule vers l'Aisne, puis l'Oise, la Seine et rejoint la Manche, s'évapore sous forme de nuages et retombe un jour sous forme de pluie. Le cycle de l'eau recommence sans cesse. La prochaine fois que vous ouvrez un robinet, prenez quelques secondes pour penser au chemin qu'a parcouru cette goutte, qui entre son départ entre son nuage et son retour à cet état initial aura pris probablement plusieurs décennies. Chaque goutte que vous croisez est unique, et c'est bien là la beauté de la chose. À notre échelle, une vie, cette goutte n'en est qu'à son début, et quand vous la reverrez, vous ne serez probablement plus là. Comprendre son histoire, c'est déjà mieux commencer à protéger cette ressource. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si cette vidéo vous a permis de regarder autrement les rivières qui nous entourent, alors elle aura atteint son objectif. On se retrouve plus tard pour plus d'aventures. Ciao!